Bonjour, Bonjour à bienvenue tous. à cette nouvelle session de World Connections. Je suis Nathalie Richardson, je suis avocat spécialisée dans le droit des affaires à l'international euh, et je travaille avec le cabinet Delcade. Et donc, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être accompagnée dans cette intervention par Monsieur Roman Paya, la société Clony. Bonjour à tous. Pour faire cette intervention conjointe sur les aspects concernant le contrat à l'international. Moi particulièrement, je vais intervenir sur les aspects juridiques et Roman Clony et Roman Paya, pardon, il va intervenir sur les aspects logistiques, sur les aspects pratiques. Alors, moi, je souhaitais très particulièrement partager avec vous quelques points qui peuvent soulever des obstacles particuliers du point de vue commercial et juridique, en sachant que la maîtrise de la dimension juridique du contrat à l'international est essentielle pour permettre à l'opération commerciale d'avoir un déroulement au plus serein possible et d'éviter les problèmes, d'éviter le contentieux avec vos partenaires commerciaux. Je voulais souligner quelques points sur la forme ainsi que sur le contenu du contrat à l'international. Concernant la forme, j'aimerais bien souligner l'importance de la forme écrite d'un contrat à l'international. On peut avoir l'impression que si on n'a pas un contrat écrit, ça peut faciliter les choses, ça peut rendre la relation plus rapide, plus facile. En revanche, il faut avoir bien à l'esprit le fait que une manque de contrat écrit peut être source de d'inconnus, d'incertitudes, d'interprétations différentes à un certain moment et peut être source de litige, source de contentieux entre les deux parties. Il est important donc de se poser et prendre le temps de rédiger un contrat et de faire bien attention à la rédaction afin d'éviter les malentendus, d'assurer une vision commune du contrat, de s'assurer que les deux parties comprennent la même chose par rapport à l'objet du contrat, par rapport au moment de livraison, par rapport au moment de paiement, sur des aspects très importants. Et bien entendu, en cas qu'on ne le souhaite pas de litige, d'assurer une preuve de la relation commerciale. Il faut bien comprendre que le fait que nous n'avons pas un contrat écrit, cela ne signifie pas que nous n'avons pas une responsabilité contractuelle. Ça ne signifie pas que que nous ne trouvons pas dans une relation contractuelle du point de vue juridique, ce qui crée des engagements des deux parties. Un aspect pratique sur lequel j'aimerais bien insister et que j'ai déjà rencontré en pratique est celui de savoir si on met en place à un moment des conditions générales de vente, oui ou non. La plupart d'entre vous travaillez déjà avec des conditions générales de vente, c'est très bien. Et puis, il y en a des entreprises qui, comme je disais, considèrent que la mise en place des conditions générales de vente peut être fastidieuse, prendre de temps, voire créer des obstacles dans la relation commerciale. Il faut savoir que si vous n'avez pas des conditions générales de vente, mais que votre acheteur étranger dispose des conditions générales d'achat, eh bien, ces conditions générales d'achat vont s'appliquer dans votre relation contractuelle, parfois dans le détriment du vendeur, bien entendu. Si on va sur les points qui concernent plus le contenu du contrat, euh, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de l'ensemble des parties contractuelles. Le préambule du contrat, tant que le corpus du contrat, les clauses en elles-mêmes, tant que les annexes ont la même force contractuelle. Au-delà de cela, les factures, même les mentions manuscrites sur différents documents commerciaux qui peuvent circuler entre vendeurs et acheteurs ont force contractuelle. Donc, faire très attention quand vous recevez un contrat, même un document commercial,
avec toute mention, même en bas de page, même manuscrite, encore une fois, faire attention à ce que c'est marqué pour être sûr que vous l'acceptez pas implicitement, d'avoir conscience de ce qui est écrit, le fait de continuer la relation commerciale sans soulever une observation ou engager une négociation signifie une acceptation de la condition respective qui gagne force contractuelle et vous engage. Donc, attention à l'ensemble de ces parties. J'aimerais prendre cette opportunité pour souligner l'importance du préambule du contrat. On sait tous que dans un contrat, on n'a pas la possibilité de prévoir tout ce qui peut arriver dans la relation contractuelle. Et c'est pas l'intérêt non plus. Il faut prévoir au maximum qu'on peut, mais on reste sur les points essentiels de la relation contractuelle. Et bien entendu, on peut avoir des choses qu'on ne peut pas prévoir au moment de la relation du contrat. Là, le préambule va une relation, une importance essentielle dans l'interprétation du contrat. Ainsi, en cas de conflit, un juge, pour établir la volonté des parties et afin de pouvoir juger la situation, eh bien, il va regarder particulièrement le préambule du contrat qui a le rôle de définir la philosophie et l'intention générale des parties. Donc, fort attention à la rédaction du préambule. Ensuite, un point qui est très important dans les contrats internationaux, c'est la version linguistique. Là encore, je soulève ce point d'attention pour dire éviter d'avoir deux versions linguistiques du même contrat qui ont la même force juridique. Une traduction parfaite entre deux langues aujourd'hui est très difficile, voire impossible. On sait même qu'entre le français et l'anglais, on n'a pas tout le temps une traduction parfaite. Dans ce cadre-là, eh bien, ce qu'on préconise est de choisir une des versions linguistiques qui sera la version qui va prévaloir et qui aura force juridique entre les parties et qui sera présentée à un éventuel juge en cas de litige. Deux aspects très importants, encore une fois, qui concernent les contrats à l'international très particulièrement, des clauses qui n'avaient pas une importance essentielle jusqu'à pas très longtemps, mais qui sont de plus en plus puissantes dans la stratégie contractuelle, sont la loi applicable au contrat et la juridiction compétente. Aujourd'hui, les contrats sont conclus avec des partenaires commerciaux qui sont partout dans le monde. Et donc, encore une fois, on ne prend pas toujours le temps de penser à la fin du contrat, même à l'occurrence d'un litige entre les parties. Mais à l'international, il est important de les prévoir, ces situations en premier, parce que ce sont les points qui vont déterminer qui et selon quelles règles va apprécier, va juger votre litige. Donc, il est essentiel de prévoir dans votre contrat, de prévoir dans vos conditions générales de vente, quelle est la loi applicable et quelle est la juridiction compétente à juger en cas de litige. Bien entendu, la première préconisation serait de choisir la loi française et une compétence de la juridiction française de par la possibilité d'une maîtrise beaucoup plus facile de la loi d'un contentieux, d'un éventuel contentieux, si cela arrive, mais bien entendu que la négociation peut vous amener à devoir accepter une loi, la loi du partenaire ou la juridiction de votre partenaire commercial. Le pire, j'allais dire, dans cette situation, ça serait de ne pas désigner ces éléments dans votre contrat. Le risque principal étant de se retrouver avec son contrat soumis à une loi étrangère ou jugé par un juge étranger dans des conditions que vous maîtrisez au minimum, voire pas du tout. Une attention particulière donc à ces trois éléments, langue du contrat, loi applicable, juridiction compétente.
La préconisation étant de choisir, dans la mesure du possible, encore une fois, d'avoir la loi compétente, la juridiction compétente et la loi applicable, la juridiction compétente et la langue du contrat qui appartient au même pays. Pourquoi? Pour faciliter, en cas de litige, la tâche d'un juge. Imaginez que vous désignez la loi applicable, la loi française, et que vous n'avez pas désigné la juridiction compétente qui, par les règles de droit international privé, reviendrait à une juridiction étrangère. Vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée du juge étranger qui va devoir appliquer la loi française, ce qui en théorie est possible, mais qui en pratique rend la procédure beaucoup plus longue, voire plus coûteuse, avec des résultats qui peuvent être fort retardés dans le temps. Si on passe de cet aspect juridique à une partie plus commerciale, j'allais dire, il est très important de prévoir dans les conditions générales ou dans vos contrats, les conditions de vente. Les conditions de vente, de ce point de vue, il ne faut pas oublier que même à l'international, dans dans des conditions générales de vente, dans des contrats de vente qui sont soumis à la loi française, il y a des mentions obligatoires qui doivent être respectées, qui doivent apparaître dans les conditions générales de vente. Je rappelle à ce titre les conditions d'application des pénalités de retard et leur taux d'intérêt, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en France à 40 euros et les prix et les donc ce sont des conditions obligatoires, des noms obligatoires qui doivent apparaître dans les conditions générales de vente, dans les relations avec les partenaires professionnels. Un autre paquet de règles concerne les relations en B2C, donc avec les acheteurs privés, que je ne vais pas détailler ici, mais sur lesquels on peut bien entendu échanger ultérieurement si vous le souhaitez. En passant de cette partie de mention obligatoire, on arrive sur les préconisations en matière commerciale. Les conditions générales de vente, surtout à l'international, ont intérêt à détailler, à préciser toutes les conditions qui peuvent avoir un impact sur la relation commerciale et ne pas oublier, alors donner une importance très particulière à l'internationalité de la relation. Et cela, ça va se refléter dans les délais de paiement, dans la devise de paiement, dans la possibilité de l'ajustement des prix en fonction des fluctuations des taux de change, les moyens de paiement. Est-ce que ça va être payé par virement, par crédit documentaire, par garantie bancaire, les moyens de garantie de paiement, ce qu'on essaie d'expliquer aux entreprises, c'est faites usage au maximum de la garantie bancaire à première demande. C'est un moyen très facile, j'allais dire, du point de vue rédactionnel, mais bien entendu qui importe un engagement fort de votre partenaire envers sa banque. Donc, c'est pas facile à le faire accepter. En revanche, c'est un moyen de garantie quasi infaillible du paiement de votre partenaire commercial. Un point qui est rarement traité dans les contrats, c'est le moment de transfert de propriété. Il est important de prévoir à quel moment la propriété passe du vendeur à l'acheteur pour savoir quel sera derrière le régime juridique de la marchandise. Attention, le fait de prévoir dans vos contrats, dans vos conditions générales de vente, la référence à un incoterm, cela ne signifie pas que vous allez prévu le moment du transfert de propriété. Et donc, cela me permet
donc de vous présenter en quelques mots les incoterms avant de laisser la parole à Roman Paya qui va nous éclaircir quelques aspects de nature pratique et logistique pour dire les incoterms. Qu'est-ce que les incoterms font? Eh bien, les incoterms sont des standards, des règles de vente internationales qui sont issus de la pratique, ce n'est pas une loi, et qui gèrent le transfert des obligations, des risques et des frais entre vendeurs et acheteurs. Donc, en mentionnant un incoterm quelque part dans vos documents commerciaux, vous allez savoir en même temps, vendeur et acheteur, jusqu'où le vendeur prend les risques et les frais de la marchandise et à partir d'où, effectivement, l'acheteur récupère les risques, les frais, les obligations en matière douanière concernant les marchandises. Attention, les incoterms ne sont pas en soi un contrat de vente. Les règles incoterms peuvent constituer une clause de vente, peuvent constituer une antenne commerciale du contrat de vente. Elles ne sont pas obligatoires, mais sont largement recommandées à l'utilisation. Pourquoi? Parce qu'elles sont issues d'une pratique internationale et cela permet aux opérateurs des différents pays, voire à des acteurs différents dans la même entreprise, d'avoir la même compréhension de comment ça va se dérouler le transport et quelles sont les obligations des deux parties en matière de transport de la marchandise. Donc, ce n'est pas un contrat de vente, mais c'est une clause du contrat de vente comme d'autres clauses. On peut la mettre dedans ou pas. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas l'incoterm qui a été désigné par les deux parties? Eh bien, comme pour toute une clause contractuelle, ça a valeur de loi entre les parties le temps que c'est écrit. C'est-à-dire qu'une partie qui se considère victime ou avoir subi un préjudice du non-respect de la règle incoterm qui était désignée dans le contrat a la possibilité, bien entendu, de demander à l'autre partie l'exécution du contrat et aller jusqu'à la mise en place d'un contentieux pour non-respect de relations contractuelles. Une importance particulière à la rédaction des incoterms. Vous savez qu'il y a une révision qui a eu en 2020, donc qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et que donc plusieurs modifications sur le fond, sur la forme, beaucoup de clarifications au niveau de contenu ont été opérées. Aujourd'hui, avant également, mais dans la rédaction de votre clause, de votre référence à une règle incoterm, la préconisation de la Chambre de commerce international est de prévoir la règle incoterm, par exemple un FCA, de bien indiquer le lieu et l'endroit, le lieu, par exemple la ville, l'endroit, une adresse au plus précise possible, et donc la référence aux incoterms, y compris la version de l'année que vous entendez appliquer à votre relation contractuelle. Une question qui est posée souvent est si j'avais conclu mon contrat avec la version 2010, qu'est-ce qui se passe en 2020? Est-ce que c'est toujours applicable, pas applicable? La réponse est oui, bien sûr, elle est toujours applicable. Cette version, elle reste en vigueur. La recommandation est de passer sur la version 2020 parce qu'elle est plus adaptée à la réalité du marché actuel, mais il n'y a pas de différence notable. Il y a cette apparition du DPU qui est intéressante. Sinon, effectivement, 2010, ça peut toujours être applicable. Et donc là, je laisse la parole à Roman Paya pour nous éclaircir sur quelques aspects logistiques et pratiques.
Merci beaucoup, Natalia. Le complément avec ce que vous venez de dire, c'est, je voudrais apporter une petite loupe sur la partie logistique, notamment les incoterms. Lorsque vous négociez ou vous envisagez de vous lancer à l'export, les incoterms sont effectivement une chose qu'il faut avoir en tête lorsque vous abordez la question des flux logistiques. Euh, un rappel qui me semble important, c'est que les quelques écueils qu'on voit souvent, notamment pour les gens qui se lancent à l'export, c'est de avoir tendance à choisir un Incoterm ex-works notamment, qui a l'avantage on va dire, de faire porter la responsabilité des flux logistiques à votre client, et donc qui apporte un certain confort, certes, mais notre recommandation, c'est de l'éviter absolument. Pour quelle raison? Puisque il ne faut pas oublier que tout exportateur doit pouvoir justifier auprès de l'administration fiscale de ses ventes en hors taxe. Et donc, si vous faites en ex-work, vous perdez la maîtrise de vos flux, vous perdez la maîtrise de vos données douanières. Et c'est pour ça que nous recommandons très vivement, à minima, de négocier avec votre client importateur, votre client pour lequel vous faites de l'export, au moins un FCA. En cas de contrôle fiscal, vous serez peut-être un peu plus, ce sera un peu plus difficile pour vous de récupérer les données douanières via votre client. Euh, Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui prouve que votre marchandise a bien quitté le territoire? Même pas forcément une lettre de voiture de transport, c'est pas forcément suffisant. À minima, une déclaration de douane, ou le mieux évidemment, si vous arrivez à prouver que vous avez géré vos flux en montrant un connaissement maritime, prouvant que dans tel conteneur, vous avez pu y glisser votre marchandise. Voilà, donc première recommandation, maîtriser ces flux logistiques lorsque vous négociez un contrat à l'export nécessite déjà de bien choisir l'incoterm. Attention à bannir le ex-work. Après, c'est une question de feeling, de maîtrise, de maturité dans votre équipe concernant cette maîtrise des flux logistiques. Je voulais rappeler quand même que, à mon sens, ça représente un avantage concurrentiel. Maîtriser ces flux logistiques, ça vous permet déjà de rendre un service complémentaire à votre client. Et donc, potentiellement, ça peut dégager pour les entreprises exportatrices un bénéfice supplémentaire. Vous faites du transport, vous prenez une marge dessus, vous gagnez un peu mieux votre vie sur ces opérations. Ça permet aussi de se démarquer par rapport à la concurrence. Dans une discussion avec un client, si vous êtes en mesure de lui proposer d'être souple sur le choix de l'incoterm, de lui proposer soit un FCA ou soit d'aller livrer jusque chez lui devant sa porte, douane faite, vous démarquez un peu peut-être de vos concurrents, en tout cas, mais je pense de meilleures conditions pour négocier d'autres clauses de votre contrat d'export. Donc c'est un avantage concurrentiel de maîtriser ces flux logistiques. Alors évidemment, ça nécessite, à partir du moment où vous acceptez ou vous souhaitez maîtriser ces flux logistiques, il y a un certain nombre on va dire, d'engagements ou de risques auxquels vous allez faire face. Je reviens sur cette notion de maturité de l'exportateur. Euh, Assez spontanément, on aura envie de se dire on fait de l'export et on vend chez nous, mais on s'occupe de rien. C'est sûr que ça nécessite des compétences en interne, ça nécessite une curiosité indisponible, puisque la matière logistique, notamment quand elle est internationale, est une matière assez vivante, qui n'est pas une science exacte, qui subit son lot d'aléas de tout ordre, hein, climatique, géopolitique, industriel, sanitaire. Hein. La période actuelle est un parfait exemple des remous et des soubresauts que l'on peut imaginer. Pour vous donner un petit exemple, il y a encore 2 mois, le fret maritime en import Asie était à 1500 $. Aujourd'hui, il est à 6000, 7000 $ à cause de considérations industrielles, mais aussi géopolitiques, sanitaires. Donc vous avez une matière vivante, donc ça nécessite de rester curieux, de rester, j'allais dire, en veille, d'avoir au moins une personne dans votre équipe qui ait cette ouverture, cet intérêt. Ça sera un gage, en tout cas la garantie en tout cas un facteur clé de succès, à mon sens, d'avoir cette compétence. Et je voudrais aussi finir en disant que les sociétés exportatrices, lorsque vous négociez des contrats d'export, bénéficiez
on va dire, d'un entourage qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Je rappelle que les douanes disposent de cellules conseil. Elles sont là pour aider, conseiller les exportateurs, rediriger vers les professionnels du transport et de la logistique. Les chambres de commerce, évidemment, sont aussi des acteurs privilégiés. Et puis nous, on va dire les professionnels du transport et de la logistique, en tant que commissionnaires de transport, transporteurs, nous avons ce devoir de conseil. Et notre mission, c'est aussi de, euh, de vous parler du marché, de vous parler des aléas, de vous conseiller sur votre stratégie de flux, en fonction de tout ce qu'on a dit, de votre maturité, de votre aversion au risque. On sera là pour vous aiguiller. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et Natalia pour la partie juridique et nous pour la partie plus pratico-pratique des gestions des flux liés à vos contrats à l'export. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Parfait, merci beaucoup, Romain. Donc effectivement, ne pas oublier, donc les entreprises sont très bien entourées par les partenaires institutionnels, par les partenaires privés. Il suffit d'aller chercher l'information et de bien souhaiter se former à ces aspects-là. J'aimerais prendre ces 2, 3 minutes qui nous restent pour vous rappeler l'importance de l'internationalité des contrats dans un événement qui va nous arriver très rapidement. Et ça, c'est le Brexit. Donc, vous allez avoir ce passage d'une relation avec un partenaire qui est l'Union européenne, qui ont quasi les mêmes règles que la France. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de différence. Il faut savoir que maintenant, on risque de s'éloigner du point de vue réglementaire donc du Royaume-Uni. Et donc là, davantage la révision de ces clauses, ça sera important. Et donc, pour revenir sur cette partie des incoterms que Romain a souligné à juste titre, vérifiez encore et précisez dans vos contrats avec l'opérateur britannique. Attention, très particulièrement si vous êtes en position vendeur, à un éventuel incoterm DDP, Delivery Duty Pay, là où vous livrez jusqu'à votre acheteur et qui, désormais, après le Brexit, va inclure l'obligation de réaliser les formalités douanières à l'importation au Royaume-Uni. Donc, faites très attention si vous avez dans vos contrats ces règles d'Incoterm. Et à l'inverse, si vous êtes acheteur, eh bien, vérifiez si vous avez donc la règle Incoterm ex-works dans vos contrats. Cela va signifier que vous allez devoir, après le Brexit, réaliser les formalités d'exportation, cette fois-ci au Royaume-Uni. Donc, si vous l'acceptez, eh bien, il va falloir suivre ce point-là. Et si vous souhaitez, c'est maintenant le moment d'anticiper ces changements et d'essayer d'en discuter avec vos partenaires britanniques qui vont engendrer c'est cet événement Brexit qui va engendrer augmentation des coûts, des frais et une changement de responsabilité par rapport aux éventuels délais de livraison qui peuvent se retrouver, qui vont se retrouver rallongés, ça c'est sûr. Romain peut nous dire à moi et confirmer à ce point très rapidement. Oui, il y a effectivement énormément de discussions, de webinaires, de réunions, à la fois pour la partie logicielle douane, mais à la fois avec l'administration des douanes. C'est un sujet complexe. Les commissaires de transport sont prêts pour les formalités export. Les sociétés comme les miennes ont déjà été approchées par certains clients et on a mis en place les logiciels, les solutions. Donc ce sont aujourd'hui c'est tout à fait faisable. Je rappelle, hein, pas d'ex-work, privilégiez le FC1, maîtrisez vos données douanières. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, sur ça, nous vous remercions et nous à votre disposition pour des précisions complémentaires. Merci. Merci à vous.